Salut à tous et bienvenue sur Netaio pour une nouvelle émission qui va parler de Nintendo. Mon dieu, ça arrive. It's me, Mario. Oui, ça arrive, je parle de Nintendo aussi, hein. Je fais pas que parler de Sega, parce que j'ai reçu le Game & Watch Super Mario Bros. Alors ça fait un moment que je l'ai reçu, le temps que vous voyez l'émission, je pense qu'il va y avoir au moins une semaine qui s'est passée. Bref, c'est surtout un gros prétexte pour vous parler de Game & Watch et vous proposer un bain de nostalgie dans le début des années 80. C'est la raison principale. Ensuite, bien sûr, on parlera de ce Game & Watch, mais on parlera aussi des différentes façons de jouer sur Game & Watch sur console. Allez, c'est parti! Super Mario Bros fait donc ses 35 balais avec cette version Game & Watch Color. Voilà, j'en profite pour la ressortir à chaque fois, parce que je trouve vraiment cette boîte très jolie. Mais c'est pas la première fois que Nintendo fête l'anniversaire de Super Mario. Pour les 25 ans aussi, j'ai eu le droit à une version DS i, voilà, DS i. Ça c'est une version DSi LL, je pense que c'est DSi XL en France, voilà, donc une magnifique version tout de rouge. Mais aussi, ils avaient sorti une compilation pour Wii de Mario Bros. En fait, c'est tout simplement le Mario Bros Collection, donc Mario Bros All Star, qui est sorti sur Super NES chez nous, et sur Super Famicom. Et il y a exactement les mêmes jeux, donc Super Mario Bros 2 Lost Level, à ne pas confondre avec notre Super Mario Bros 2 qui est sorti en France et qui s'appelle Super Mario USA, qui est aussi dans cette compilation, j'en reparlerai tout à l'heure, et Super Mario Bros 3. Donc les Game & Watch, ce sont ces petits jeux électroniques qui sont sortis au début des années 80, c'est un peu les ancêtres du Game Boy. Faut resituer un petit peu le cadre de l'époque, donc courant de la deuxième partie des années 70 au Japon, c'est la guerre des calculatrices. Il y a Sharp, Casio et plus d'une cinquantaine de sociétés qui s'en mettent plein la tronche pour qui va s'imposer et qui va vendre le plus de calculatrices dernier cri. Même Canon, ils font des calculatrices. Quand on arrive en 1980, les technologies des calculatrices ont vraiment évolué et tout ce que ça consiste, parce que les calculatrices, dès le début des années 70, utilisaient des processeurs 4 bits, dont le i4004, un processeur 4 bits sorti en 1971. C'est le premier processeur fabriqué par Intel, qui est né suite à la demande d'une société japonaise, Busicom, qui avait besoin d'une puce pour leur calculatrice. Ce i4004 fut une vraie révolution et a permis à Busicom de sortir la première calculatrice japonaise à tenir dans la main. Et la première fois qu'un écran LCD fut utilisé, eh bien c'était pour une calculatrice Sharp sortie en 1973. En 1978, Casio sort une calculatrice de la taille d'une carte de visite. Voilà, un truc comme ça. Donc ça veut dire que le processeur et l'ensemble des circuits intégrés, plus l'écran à cristal liquide, donc les écrans LCD, sont réduits pour sortir une petite machine déjà de cette taille-là en 1978. Alors, c'était pas donné, c'était 6500 yens à l'époque, avec l'inflation aujourd'hui, t'en as pour 90 €. En 1980, on arrive quand même à une certaine maîtrise de ces technologies de la calculatrice, et d'ailleurs on voit une fameuse montre calculatrice, la C80 de Casio. Alors c'est pas la première montre calculatrice de Casio, d'ailleurs j'ai un t-shirt à l'effigie des montres calculatrices de Casio, mais j'allais dire que c'est quand même la première montre qui était facile d'utilisation, on pouvait appuyer directement sur les boutons avec les doigts, pas besoin de stylo ou de choses assez fines pour pouvoir appuyer dessus. Donc ça prouve quand même les capacités techniques de pouvoir mettre ces processeurs et circuits intégrés dans des toutes petites choses. Quand j'étais petit, j'avais une montre de ce type-là. Je parlais avec ma montre, je faisais comme si c'était un Touchy-Walkie, comme si je pouvais appeler K2000. Non, je déconne, hein, c'était juste pour m'amuser. Mais je sais pas ce que j'en ai fait de cette montre calculatrice. C'est bien dommage parce que je l'aurais bien montré. Par contre, j'ai toujours gardé, par exemple, ma calculatrice que j'utilisais au collège et au lycée. Voilà, des calculatrices programmables. C'est une espèce de calculatrice de ouf avec 45 000 boutons. À la même époque, les calculatrices Hewlett Packard, on pouvait carrément programmer des jeux avec. Bref, si je vous prends la tête comme ça avec les calculatrices, c'est justement parce que les Game Watch sont issus de cette technologie des calculatrices. Mais ça, je pense que vous le savez déjà tous, surtout ceux qui regardent Netaio. Vous savez aussi que la personne qui a eu l'idée de faire ces Game Watch, c'est un certain monsieur Gunpei Yokoi, à qui on doit le Game Boy et le Virtual Boy, qui a un peu moins de succès, qui est là-bas d'ailleurs, le Virtual Boy, avec un article que j'avais retrouvé du magazine Nikkei Electronics. Et donc en 1994, ils avaient fait un article spécial Famicom sur comment était née la Famicom, et dedans, il y avait un passage sur le Game & Watch. Et on retrouve une phrase de monsieur Yokoi. Et donc, je vais vous lire rapidement la phrase en japonais, histoire de vous faire travailler votre japonais.
新幹線の車中で電卓で遊ぶサラリーメンを見て、大人が人知れず車中に持ち込んで楽しめる小さなゲーム機を思い立った。En gros, voilà ce qu'il dit. En voyant un salaryman jouer avec sa calculatrice dans le train, dans le Shinkansen, j'ai eu l'idée, l'idée m'est venue de fabriquer un petit appareil de jeu que les adultes puissent utiliser pour jouer sans se faire remarquer. Et je me souviens très bien que moi, la première fois que j'ai eu une calculatrice dans la main, à l'époque quand j'étais tout petit, je m'amusais à calculer, à faire des chiffres, et je pense que ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80 ont sûrement joué avec une calculatrice. Et je me souviens qu'on s'amusait par exemple à taper des trucs genre comme 7, 1, 3, 7, 0, 5, et quand tu retournes, hop, t'as marqué soleil. Et je me rappelais de faire ça et faire le tour de la classe en disant t'as vu, on peut marquer soleil avec la calculatrice. On peut marquer d'autres mots aussi avec les calculatrices, mais voilà. Comme quoi que c'est un effet assez naturel de jouer avec les calculatrices, et le salaryman il a bien fait de jouer devant Monsieur Yokoi, ce qui a donné la naissance au Game & Watch. Pour fabriquer ces Game & Watch, ils ont tout simplement décidé d'utiliser les technologies des calculatrices, en disant les calculatrices, il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. Surtout qu'après cette guerre acharnée entre les différents fabricants des calculatrices, les processeurs et autres écrans LCD pour les calculatrices coûtaient bien moins cher. Et c'est là où Monsieur Yokoi était très fort, utiliser des technologies désuètes pour faire du nouveau. Et si on regarde la politique de Nintendo depuis la sortie de la Wii, Nintendo ne court toujours pas après les nouvelles technologies. Et ils ont contacté Sharp, donc Sharp qui était quand même un acteur actif sur le marché des calculettes, même si pour moi c'est calculatrice égale Casio, hein. Au passage, Casio fait partie des grands gagnants de cette guerre de la calculatrice, avec Seiko et Citizen. Et c'est peut-être pour ça que Nintendo a préféré contacter Sharp plutôt que Casio pour s'occuper de la partie hardware des Game & Watch, histoire de pouvoir négocier plus facilement. Et c'est ainsi que naît le premier Game & Watch qui s'appelle Ball Game. Voilà, c'est vraiment un jeu très simple, hein. Vous avez 3 boutons, un bouton Game, un bouton Game B, un bouton Time pour régler l'heure et pour afficher l'heure. Vous avez un bouton à gauche et à droite pour bouger en fait les mains. Alors si je lance une partie, on va lancer mode B. On peut bouger les mains, voilà, à gauche à droite en fonction avec le bouton gauche ou droite. Et le but c'est de ne pas faire tomber les boules. Voilà, c'est très simple comme principe. Mais à l'époque, c'était suffisamment simple et intéressant pour faire beaucoup de passionnés, et ça cartonnait. Ces Game & Watch, je vais couper parce que ça fait du bruit, ces Game & Watch ont tout simplement fait un carton. Voilà, donc le premier. Donc le but c'était de faire un petit jeu pour adultes, parce qu'au début c'était vraiment pour les salarymen, qui pouvaient rentrer dans la poche de la chemise d'un salaryman. Voilà, vous pouvez le mettre directement dans sa poche et pouvoir le sortir. Et donc c'est des jeux qui sont très léger, qui marche à pile bouton, et ça tient quand même pas mal de temps. C'était pas donné en fait quand c'est sorti, hein. Ça devait coûter environ 5800 yens, ce qui fait aujourd'hui avec l'inflation un peu plus de 8000 yens, ce qui doit faire à peu près 70 €. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a très bien marché rapidement chez les petits, et du coup les Game & Watch ont évolué pour avoir des Game & Watch plus sophistiqués, plus grands, qui permettaient plus de gameplay, et c'est pour ça qu'on commençait à voir par exemple sur Donkey Kong avec double écran et des croix directionnelles comme on peut voir sur cette version Super Mario Bros. Mais à l'origine en fait ces Game & Watch devaient s'appeler Micron Game. Micron est en fait un diminutif de microprocesseur, parce qu'en fait ces Game & Watch utilisent des processeurs 4 bits comme je l'ai expliqué, c'est exactement comme les calculatrices, et donc ça devait s'appeler Micro Game. Mais ils ont décidé de rajouter, c'est surtout Okada-san, Monsieur Okada, dont je vais parler, de rajouter en fait une fonctionnalité heure. Comme ça, ça donne déjà une bonne excuse aux adultes pour dire non, mais c'est pas qu'un jeu, il y a aussi une montre. Et c'est s'appelait du coup Game & Watch. Alors, il y a une anecdote assez marrante par rapport à ça. Une anecdote que j'ai entendue par Flore Gorge. D'ailleurs, Flore Gorge, qui au passage a écrit plusieurs livres sur l'histoire de Nintendo, incluant le Game & Watch et le Game Boy. Et c'est grâce à lui que j'ai su que quand Monsieur Okada-san a voulu ajouter cette fonctionnalité de montre dans les Game & Watch, le patron de Nintendo, Monsieur Yamauchi, était absolument contre à cause de la surtaxe imposée aux produits de luxe comme les montres. Je vous laisserai regarder son channel pour avoir plus d'informations, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Mais pour revenir sur Monsieur Okada, et ça aussi c'est un truc qui est marqué dans les articles du Nikkei de 1994, c'est que en fait Monsieur Okada au début, il s'y connaissait pas du tout en programmation de calculatrice ou de Game & Watch, et quand Monsieur Yokoi a proposé le concept, la personne qui l'a réalisé de façon concrète, c'est Monsieur Okada, donc Monsieur Satoru Okada,
Et quand il est parti voir Sharp en disant voilà, j'ai un concept de jeu qui s'appelle la Ball, j'aimerais faire un petit personnage avec la technologie calculatrice, les gars de Sharp ils l'ont regardé en disant mais non, c'est pas possible. Monsieur Okada dit mais pas possible pourquoi? Parce que c'est pas possible. Et en fait, ça paraît tellement complètement différent des calculatrices de pouvoir faire des jeux comme ça que les gars de Sharp ils comprenaient pas comment c'était possible. Et ils arrivaient même pas à dire pourquoi c'était pas possible. Et en fait, Monsieur Okada s'est surtout pris la tête à comprendre pourquoi c'était pas possible. Et donc, ce qui a pris plus de temps, c'était d'expliquer point par point les choses qui étaient impossibles à l'équipe de Sharp, qui elle s'occupait du hard et de la fabrication. Dans un écran des CD calculatrices, il y a plusieurs blocs. Chaque bloc affichant un chiffre est composé de 7 barres, 3 en haut, une au milieu et 3 en bas, permettant ainsi d'afficher des chiffres de 0 à 9. Chacune de ces barres sont des poches contenant des cristaux liquides. Puis soumis à un champ magnétique, l'orientation des cristaux liquides change, changeant la couleur de la poche qui les contient. Certes, je simplifie les choses, mais vous voyez où je veux en venir. Pour mes explications ici, j'ai ralenti la vidéo, mais sachez que sur les premiers écrans LCD des calculatrices, il fallait bien 2 bonnes secondes pour afficher un chiffre. Là, dans un Game & Watch, on peut voir que le bonhomme, lui, ça va être une unité graphique, les différents mouvements des bras, une autre unité graphique, et ainsi de suite. Et du coup, si on peut afficher 80 unités graphiques sur une calculatrice, on peut faire la même chose sur un Game & Watch, sauf qu'au lieu que ce soit des barres, ça va être des formes. Et d'ailleurs, ces formes permettaient d'avoir une expression graphique beaucoup plus détaillée que ce qu'on pouvait avoir en pixels à l'époque, même si c'est en 2 couleurs. Surtout qu'à l'époque, au début des années 80, les écrans couleurs, ça courait pas non plus les routes, et donc l'expression visuelle que permettaient les Game & Watch, c'était quand même assez intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, à l'époque, Nintendo n'avait pas le savoir-faire pour développer des jeux. Même s'ils avaient commencé à faire des jeux en arcade à la fin des années 70, et dès 1977, Nintendo avait déjà sorti des consoles comme Telebigame 15 ou 6 ou Block Kuzushi, le genre de machine qui utilise des puces comme la puce Pong, ne nécessitant pas de programmation. Et après, la programmation pour les jeux d'arcade, c'était souvent délégué, et Nintendo, en fait, pour la première fois avec les Game & Watch, va rentrer dans le développement de jeux vidéo, de programmation. Parce que les Game & Watch, mine de rien, c'est des petites machines à processeur et il faut les programmer. Ces jeux ont été développés en assembleur i8080, le processeur 8 bits de Intel ayant une architecture compatible au 4004, qui est proche de l'architecture 4 bits des processeurs utilisés par Sharp. Donc l'Intel 8080, c'est les processeurs 8 bits qui sont sortis en fait après la génération des Intel 4004 et 4040. Donc c'est pareil, c'est à partir de 74, 75, c'est la deuxième partie des années 70. Alors retenez aussi que ce processeur Intel 80 est important dans l'évolution du jeu vidéo, car il a permis de séparer les données et le calcul. Du coup, on a des ROM qui contiennent les jeux, et un CPU qui va justement traiter le programme contenu dans les ROM. Oui, parce qu'avant ça c'était différent, mais je vais pas vous expliquer ça maintenant sinon on n'est pas sorti. Et c'est un jeu d'arcade sorti en 1975 qui s'appelait Gunfight qui a utilisé pour la première fois cette technologie en utilisant un Intel 8080. Alors à partir de là, on avait une carte contenant principalement les CPU, auquel on venait fixer une carte contenant principalement les ROM. C'est la fameuse carte Midway 8080 qui a été utilisée dans de nombreuses bornes d'arcade dans la fin des années 70 et début des années 80. D'ailleurs, même Taito a utilisé ce modèle pour fabriquer Space Invader. Le développement des jeux Game & Watch sur processeur Sharp 4 bits a permis à Nintendo de gagner l'expérience en termes de ergonomie et de développement de jeux, et même en termes d'expression graphique. Comme je le disais tout à l'heure, les Game & Watch permettent d'avoir des détails, des images, des dessins plus évolués que ce qu'on pouvait avoir en pixels à l'époque, et donc ça permet aussi d'avoir toute une partie un petit peu expression graphique, et tout ce qui est un petit peu interface de jeu, et c'est là qu'on voit justement apparaître la croix directionnelle par exemple, tous ces principes de gameplay qui vont, grâce à ces Game & Watch, faire évoluer Nintendo pour les préparer pour la Famicom. Et quand la Famicom sort, on est en été 83, ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent sur les Game & Watch, et ils sont quand même bien rodés. Alors bien sûr, il y a aussi Donkey Kong en arcade qui était sorti vers là, mais là encore, c'est ce que je dis, c'était sous-traité par une autre boîte au niveau du dev. Mais il n'empêche que la croix directionnelle
elle a été réutilisée, donc la croix directionnelle des Game & Watch a été réutilisée tout de suite sur la Famicom. Alors j'en ai sorti une Famicom, elle est juste là, voilà, avec Super Mario Bros ici, donc le fameux Super Mario Bros. Voilà, je vais le mettre ici comme ça sera pas trop flou. Et donc vous avez les fameuses manettes, voilà, les fameuses manettes qui sont collées, merde, je ne peux pas tout casser, qui sont collées directement à la console. Et si on regarde bien la manette, ça ressemble énormément aux séries des Game & Watch dorés. Alors, le Game & Watch Super Mario Bros se classe sur la série en fait des Game & Watch dorés qui sont un peu plus larges que les Game & Watch Silver, voilà, Gold, avec un écran plus large. Il y avait même une petite pincette, un petit truc ici qu'on pouvait sortir pour caler le jeu. Malheureusement, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis sur cette version Super Mario Bros, c'est dommage. C'est cool parce que ça faisait office d'horloge, quoi, tu pouvais le poser comme ça. Bref, pour revenir sur les boutons, on peut voir que la croix directionnelle c'est exactement la même. D'abord, cette croix directionnelle est apparue avec Donkey Kong, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Donkey Kong est le Game & Watch auquel j'ai plus joué quand j'étais petit, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des oncles qui avaient énormément de Game & Watch, et donc j'ai joué à toute une ribambelle de Game & Watch. Et donc on voit que c'est la même chose en plus petit. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que les premiers modèles Famicom utilisaient des boutons en gomme exactement comme ce qu'il y avait sur les Game & Watch. Alors le problème c'est que pour jouer à des jeux Game & Watch ça va, t'as pas besoin d'appuyer comme un bouton, enfin sur les boutons comme un malade, mais pour des jeux Famicom ou quand tu joues à des jeux track and field où il faut appuyer comme un ouf, les boutons mous c'est pas génial parce que déjà ça met un peu plus de temps à revenir et surtout que au bout d'un moment les boutons Famicom ils revenaient plus quoi, ils restaient enfoncés. J'avais vu un article comme quoi que toujours dans le Nikkei Electronics comme quoi que quand même du côté de Nintendo ils avaient fait des milliers de tests avec des machines pour appuyer 100 000 fois sur les boutons. Le problème c'est que les machines ne transpirent pas. Voilà, et donc je pense qu'il y a pas mal de paramètres différents, crasse, tout ça, qui font qu'au bout d'un moment, le bouton, il part en vrille avec la transpiration et la crasse. Et d'ailleurs, Nintendo avait fait sensation avec ces petites croix directionnelles, parce que ça n'existait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait des gros sticks, genre Atari 2600, qui te pétaient au bout d'un moment dans les mains. En plus, ça faisait mal aux mains. Même la Sega SG-1000, qui est sortie en même moment que la Famicom, n'avait pas de croix directionnelle, c'était un stick. Avec les modèles qui sont sortis après, ils ont sorti des croix directionnelles, voyant ce qu'avait fait Nintendo, et c'était une vraie révolution sur le contrôle dans le jeu vidéo. Puis à chaque fois, je vois ces boutons en gomme, ça me rappelle en fait les claviers des MO5 qu'on avait, ils étaient en gomme aussi, les claviers comme ça. Si t'essayais de taper sur les touches trop vite, c'était même pas la peine. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ces Game & Watch ont marqué très fort et ont été un point très très important pour l'évolution dans le jeu vidéo de Nintendo. On va parler maintenant du fameux Game & Watch version Super Mario Bros. Voilà. Comme je l'ai commandé assez rapidement sur Amazon, d'ailleurs dès que ça a été annoncé, dès qu'on pouvait les réserver, je l'ai réservé tout de suite, et je l'ai commandé sur Amazon Japan et j'ai eu l'occasion, la chance d'avoir un pins. Voilà, c'était un truc spécial Amazon Japan. Voilà, donc j'ai un petit pins Game & Watch, ce qui est tout simplement tout mignon. Ça va rentrer dans ma collection de pins Nintendo parce que j'en ai plusieurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Nintendo 64, Nintendo Entertainment et Virtua Boy. Voilà, donc c'est des pins que j'ai récupérés en fait. Je pense que ça devait être fin des années 90. Donc c'est à l'époque où Nintendo avait comme produit phare la Nintendo 64 et le Virtual Boy, voilà. Et c'est un bout de show de chez Nintendo en fait qui me les a donnés. Ça m'a fait super plaisir, voilà, que j'avais rencontré sur Kyoto à l'époque. Bon, enfin bref, ça fera un pins en plus Nintendo dans ma collection. Alors je vous montre juste la pochette parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Cette petite pochette qui slide, voilà, vous avez un plastique au-dessus avec des graphismes de Super Mario Bros. Et quand on déplace, on voit le personnage, enfin l'écran de Ball avec en nouveauté la tête de Mario. Voilà, maintenant il a plus une tête qui ressemble à rien, enfin à Monsieur Lambda. Alors la console, à la différence de la Game Gear Micro, n'utilise pas de pile mais une batterie. Donc vous avez un petit câble USB type C qui est fourni avec la console, voilà, qui est là. À la console. Vous avez aussi un petit mode d'emploi en japonais, voilà, c'est vraiment un petit papier, c'est un morceau de papier. Et vous avez le bouton power sur le côté, voilà. Comme je suppose que de nombreuses personnes ont déjà parlé de ce petit Game & Watch sur le net, je vais le présenter brièvement. Donc on appuie sur le bouton Game, on a le choix entre le premier Super Mario, Super Mario Bros 2, Lost Level, à ne pas confondre avec Super Mario Bros 2 chez nous, qui est en fait Super Mario USA au Japon. Voilà, d'ailleurs j'ai la boîte ici, c'est ça, Super Mario USA, voilà.
Et le Super Mario en fait 2 japonais, en fait, il était sorti sur disque système. Voilà, donc ces petits disques. Voilà, c'est des disques. Il y a bien marqué ici en japonais Super Mario Bros. 2. Voilà. Et en fait, quand on ouvre dedans, c'est une petite disquette. Voilà. C'est des petits... Merde, faut que je fasse attention parce que ça commence à devenir collector tout ça. Et là, on peut voir en fait que sur cette disquette, sur la première face, on a Super Mario Bros. Et de l'autre côté, on a Super Mario Bros. 2, Lost Level. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait le disque système, c'est ce boîtier là que généralement on mettait en dessous de la Super Family, enfin on mettait en dessous de la Famicom comme ça, voilà, comme ça, un petit sandwich. Et en fait vous avez une espèce de boîtier qui vient se connecter au-dessus pour relier au disque système via le port cartouche. Et ensuite il suffisait de... Merde, je vais pas tout casser. Il suffisait de mettre des disquettes comme ça, donc vous avez un truc de disquette, voilà. Voilà, de disquettes pour pouvoir lire les jeux et sauvegarder. Et en fait, quand c'est sorti en 86, eh bien, ça avait beaucoup plus de mémoire que les cartouches à l'époque, parce que la ROM, c'était pas donné. Et en plus, on pouvait sauvegarder. C'était avant, en fait, que Nintendo utilise des piles de sauvegarde. En fait, le Super Mario Bros 2 qu'on connaît en France est une adaptation, j'allais dire même une conversion, d'un jeu qui était sorti sur disque système et qui s'appelait Yumekojo Doki Doki Panic. Un jeu réalisé par Nintendo suite à la demande de la chaîne de télé japonaise Fuji Telebi pour ses événements d'été. Et oui, Fuji Telebi, aujourd'hui encore, organise des événements tous les étés. Et après 85, donc la sortie de Super Mario Bros, c'est le boom du jeu vidéo, et donc Fuji Telebi voulait son jeu. Et en fait, si on regarde bien la pochette de Super Mario Bros 2 et Doki Doki Panic, on voit que c'est exactement la même chose. Sauf que, à la place des personnages de la famille là, de Doki Doki Panic, c'est les personnages de Super Mario Bros. Mais on voit très bien que c'est le même jeu. Ils ont juste changé quelques trucs, et ce jeu-là est vraiment génial. D'ailleurs, ce Super Mario Bros 2, donc version européenne, Super Mario USA, c'est probablement mon Mario préféré. Il m'a vraiment fait rêver. Les graphismes, les décors complètement différents. Même si j'aimais bien le premier Super Mario, je trouvais tellement mieux ce 2. C'est un truc de ouf. Alors après, il y a le 3 qui est sorti, et c'est vrai que le 3 est vraiment génial, mais le 2 m'a tellement marqué que sur NES, c'est probablement mon Mario préféré. Enfin, pourquoi en Occident et aux États-Unis ils n'ont pas accepté le Super Mario Lost Level qui est là? C'est parce que ce jeu, c'est tout simplement trop dur. En plus de ressembler énormément au premier Super Mario Bros, ils ont juste changé les niveaux, mais sinon t'as la même musique, sauf que t'as plus de niveaux qui sont tordus à souhait. Bah, y a pas grand chose de plus, si ce n'est qu'il est super dur. Bah tout simplement parce qu'au Japon, le premier Mario Bros a cartonné, et les joueurs voulaient plus de Mario, et donc Nintendo s'est dit ok, bah si c'est ça, on va vous sortir une version corsée, et c'est comme ça est né Super Mario Bros 2 Lost Level, sauf que voilà, aux États-Unis c'est pas du tout passé, et à la place ils ont pris Super Mario USA, et ils ont fait très 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 bien, parce que ce jeu est vraiment bien. Et donc, jouer à Super Mario Bros sur cette petite machine, c'est pas évident, hein. C'est même très chaud, mais bon, après c'est simplement parce que le jeu est difficile, parce qu'au niveau du contrôle quand même ça marche bien, l'écran est pas trop petit. Je peux à tout moment en fait changer de jeu et ça va reprendre exactement où je m'étais arrêté. C'est du instant play. Et bon là, si j'appuie ici que je reviens, je peux choisir le premier Mario Bros. Voilà, ça reprend où j'en étais. Enfin, vous avez en troisième jeu Ball, voilà, qui est exactement la même chose que la version de Ball, sauf que bon voilà, là l'écran est rétro-éclairé. Là sur les premiers Game & Watch c'était pas le cas. Donc c'est pareil, vous pouvez contrôler en fait avec les flèches gauche à droite pour bouger les mains à gauche à droite, ou les boutons A et B pour contrôler les mains de gauche à droite. Après, si vous voulez pas vous embrouiller, vous pouvez tout simplement utiliser la flèche de gauche pour bouger les bras à gauche, et le bouton de droite. À tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton pause 7 qui vous permet en fait de changer l'éclairage et le volume. Voilà, ici. Si j'appuie sur le bouton time, je reviens sur l'horloge à tout moment. Là encore, si j'appuie sur le bouton 7, je peux régler le son ou l'éclairage. Voilà. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Et si ce n'est qu'il y a 35 secrets dans cette petite Game & Watch. Il y a 35 secrets, voilà, donc il faut s'amuser à les trouver. Alors, il y en a un que tout le monde connaît, c'est celui-là où, en fait, où on reste appuyé sur le bouton A pendant plusieurs secondes. Voilà. Et là, vous pouvez choisir, en fait, les différents sous-titres de la chanson pour dessiner Mario, qui est en anglais. Alors, ce qui est dommage, c'est que pour la version française,
ils se sont plantés de texte, voilà, c'est pas du français, voilà. Et d'ailleurs Nintendo s'en excuse, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde connaît plus ou moins ce type. Il y en a d'autres, hein, je vous laisse les chercher, il y a d'autres trucs, quand vous commencez les jeux et tout, et essayez plein de choses. Donc en gros, je vais pas dire grand chose d'autre sur ce petit produit, si ce n'est qu'il est vraiment très joli, qui fait plaisir à avoir, de voir une Game & Watch comme ça ressortir, avec les mêmes matériaux, c'est vraiment génial. Alors par contre, je vais couper le son, parce que ça gueule. Je peux vous mettre la Game Gear Micro à côté pour vous rendre compte un petit peu de la taille de différence d'écran. S'ils avaient fait une Game Gear de cette taille-là, peut-être qu'ils se seraient fait moins taper sur la tronche. Hein. Sega. Voilà, après c'est leur concept. Hein. Une fois encore, j'ai fait 40 000 émissions pour expliquer ça. Voilà, je vais lancer Sonic d'un côté et Mario de l'autre. Il n'y a pas photo quand même. Hein. Je vais pas m'étendre plus sur ce jeu, enfin sur cette petite console qui est magnifique. Voilà, c'est un beau produit. Je pense que voilà, ça va être encore un produit à collectionner. Je vais le sortir une fois de temps en temps pour me faire plaisir, comme la Game Gear Micro. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y a que 2 Mario. J'aurais bien aimé qu'il y aurait tous les Mario qui sont sortis sur NES. Il y aurait le 2 et le 3, ça aurait été génial. Là, on aurait de quoi jouer. Surtout au prix que c'est, ça aurait été cool qu'ils le fassent. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Pour fêter les 35 ans, ils nous auraient mis une collection là-dedans, ça aurait été vraiment encore plus génial, parce que là, les Super Mario et surtout le Lost Level, voilà, t'as vite fait le tour. Hein. Enfin non, le Lost Level, t'as vite fait d'abandonner. J'ai entendu à plusieurs reprises que Nintendo et les autres gros éditeurs japonais n'utilisent pas assez leur patrimoine. Depuis les années 90, surtout après la sortie de la PlayStation, j'ai vu passer un grand nombre de compilations, de classiques, et les Game & Watch ne font pas exception à la règle. Dans les années 90, déjà pour Game Boy, ils ont sorti des collections comme ça. Voilà, des petites collections ici. Alors ça, c'est des collections Game Boy Gallery. Ça, c'est les boîtes pour les versions Game Boy noir et blanc, donc standard. Et voici les 3 cartouches, incluant les 2 versions pour Game Boy standard et une cartouche pour Game Boy Color. Toutes ces cartouches contiennent des compilations de jeux Game & Watch. Le Game Boy Gallery 1 et 2, ce sont des cartouches compatibles au Game Boy noir et blanc et aussi au Super Game Boy. Et le Game Boy Gallery 3, c'est une cartouche Game Boy Color. Et ça, c'est pour le cas du Japon. En Europe, les collections sont légèrement différentes et en plus, il existe une version Game Boy Advance qui n'est jamais sortie au Japon. Hormis la première collection, ces collections sont connues sous le nom de Game & Watch Gallery, ce qui est plus facile à comprendre, et sont disponibles sur le Nintendo eShop de la 3DS. Alors j'ai fait des tentatives de filmer ces collections de jeux Game Boy avec la Game Boy classique, mais c'était même pas la peine. J'ai essayé aussi avec la Game Boy Pocket, c'est chaud aussi. Le Game Boy Color non plus, c'est pas gagné. En gros, chercher à filmer un écran Game Boy qui n'est pas rétro-éclairé, avec les reflets, on n'y voit pas grand chose. Ces versions Game Boy sont faits relativement de la même façon. Vous avez à chaque fois plusieurs jeux, et pour chacun de ces jeux, vous avez une version classique, donc traditionnelle, qui est celle du Game & Watch, et une version remake. Concernant les versions classiques, on sent quand même les pixels. Hein. Les jeux Game & Watch ont des formes beaucoup plus arrondies, c'est ce que j'expliquais, hein, des choses qui sont difficiles à reproduire avec des pixels. Alors en 1980, c'était encore plus difficile. Pour les versions remake, on a le droit à une sérieuse refonte graphique et des changements dans le gameplay. On a le droit même à de nouveaux stages, par exemple dans le cas de Donkey Kong Jr. Comme pour les Game & Watch, il y a un mode facile, Game A, et difficile, Game B. Et il y a un système aussi de galerie auquel on peut accéder en fonction des scores obtenus. En 2006 et en 2008, le club Nintendo nous offrait ces petites collections pour DS. La première collection qui est dédiée en fait au jeu 2 écrans, voilà. Donc Donkey Kong, Oil Panic, c'est pas des petits jeux. Hein. Et vous avez la deuxième collection, voilà, qui est là, qui elle est liée et dédiée au jeu un écran, voilà. Et donc moi j'ai eu ça parce que j'étais abonné au club Nintendo, et au club Nintendo en fait quand tu achètes un certain nombre de jeux, tu avais un certain nombre de points qui te classaient, par exemple Silver, Gold ou Platinum, et quand tu étais Platinum, à la fin de l'année, ils nous envoyaient des trucs comme ça. Et j'ai récupéré beaucoup de choses comme ça par le club Nintendo, parce que j'achetais plein de jeux. J'achetais plein de jeux Nintendo, donc forcément j'étais tout le temps Platinum en fin d'année. Et ça pendant pratiquement plus de 10 ans, enfin voilà, jusqu'à que le club Nintendo change, puis fin des années 90, pendant les années 2000, jusqu'à qu'ils enlèvent leur système de points. Alors vous aviez en fait des points comme ça ici en fait, voilà.
des points que l'on pouvait échanger contre des goodies. Il y a toujours un peu ce système qui existe aujourd'hui, mais on n'a plus la lettre du Club Nintendo, tout ça, et les cadeaux en fait pour ton anniversaire. Et là en fait on peut voir un oreiller que j'ai là, un oreiller. On peut voir aussi, je vais bouger un petit peu le micro. On peut voir aussi la casquette de Mario qui est là. Tout ça c'est du Club Nintendo. Voilà, j'espère que cette petite émission vous a plu. Comme d'habitude, je continue sur mon concept à parler de jeux, faire des petites présentations et parler surtout beaucoup d'anecdotes autour de jeux vidéo. Certains trouvent ça que je blablette un petit peu trop, ils veulent des tests sur des gadgets où tu peux pas tester grand chose. S'il y a des tests concrets à faire, eh bien j'essaie de les faire, mais c'est vrai que sur ces produits qui sont plus des produits collectionneurs que tu as vite fait de jouer, et que bon, quand ça marche bien, ça marche bien, t'as pas grand chose d'autre à dire, je préfère quand même en profiter pour vous raconter des histoires autour du jeu vidéo et vous montrer plein de trucs. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à regarder les autres vidéos parce qu'il y a énormément de contenu. Netayeo, ça fait 10 ans qu'on existe, j'ai fait plein de reportages, des trucs vraiment exclusifs, il y a vraiment beaucoup de belles images à regarder, à redécouvrir sur 10 ans en fait de tout ce qui s'est passé au niveau d'événements, enfin pas tout, mais une bonne partie des choses qui sont passées au niveau du Tokyo Game Show, du Japan Amusement Expo, de l'animation, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir en arrière, à regarder les vidéos et surtout à partager pour nous soutenir, et je compte comme ça progressivement vous faire d'autres vidéos qui j'espère vous seront intéressantes. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Sayonara.